Ça a changé pour moi la première partie. Jusque-là, jusqu'à 24 minutes. Écoute, j'aurais 3-4 vidéos, au moins elle aura. Merci. Excusez-moi, j'ai chaud tout d'un coup. Oui, Raphaël. Ben, moi, au-delà d'un signe de job ou genre c'est ça qu'il faut faire, si je serais à la place d'une personne que je me ferais battre, je serais pas capable de dire j'aimerais ça que quelqu'un prenne le move pour moi puis m'aide là. Fait que toi, tu dis en mettant la place de la personne, Moi. tu vas toujours essayer de te mettre à la place puis de dire si je suis à sa place à elle en ce moment, j'ai besoin d'aide, je veux que quelqu'un réagisse. Tu sais, ayant connu quelqu'un qui a déjà subi de la violence, même si elle dit de pas le faire au fond d'elle, elle le veut, elle est juste pas capable. Avec peur. Ouais. C'est un peu ça que je voulais dire. Vu qu'on n'est pas capable, mais des fois, prendre le devant. Ça, c'est des fois la partie la moins fun de notre job. C'est des fois d'essayer d'intervenir en gardant en tête le meilleur intérêt possible de la personne, puis en acceptant que oui, des fois, ça peut avoir certaines conséquences. Ça se peut que la personne soit fâchée contre nous, mais de garder en tête l'idée première, c'est de le faire dans son intérêt premier à cette personne-là. Si on ne le fait pas pour lui nuire, on fait vraiment ce qu'on pense être le meilleur pour la personne. Mais c'est ça, il faut vivre après ça avec ça. Mais tu sais, moi, je me dis, sur le coup, ça peut avoir l'air genre, t'es la méchante, t'es ci, t'es ça, parce qu'elle est dans la situation. Puis une fois qu'on est dans la situation et que tu veux pas voir les autres options, c'est dur de croire que la personne veut le bien. Puis maintenant, tu sais, si je peux donner un exemple, moi, je pense qu'on appelle les intervenants, ils me disaient tout le temps les affaires, puis je suis comme, oh, toi, là, tu veux pas. Puis aujourd'hui, je suis comme, avec du recul, je suis comme, aïe, ce qu'ils ont fait, c'est pas méchant, ils voulaient juste mon bien, ils ont essayé de me faire voir des choses que moi je voyais pas. Puis à ce moment-là, ben, j'ai eu le culot de les appeler puis leur dire j'étais stupide et jeune, je vous remercie parce que je serais peut-être pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu ça. Mais c'est un peu la même chose pour eux. T'sais, une fois que tu es sorti de la station, peut-être tu vas faire genre ok, j'ai brisé les liens de confiance. Genre, sur le coup, nous on se dit qu'on a brisé les liens de confiance. Sauf qu'après, quand la personne réalise, c'est comme finalement, je t'ai fait confiance pour la bonne raison, tu me sortis de ça. On dit quand on est trop des fois à l'intérieur de la situation, ça devient difficile de bien juger, de bien penser, mais d'avoir quelqu'un qui est un peu à l'extérieur et qui a une vision un peu plus globale de notre situation, c'est tout le temps plus facile pour la personne qui voit la situation de l'extérieur que pour la personne qui a les deux pieds dedans. Ça, c'est sûr que vous avez sûrement déjà une discussion comme ça avec une de vos amies. Qui dit, ben voyons, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu restes là? Ben, ça n'a jamais l'air si pire que ça quand on est dans la situation en tant que telle. Puis c'est souvent en ayant un regard un peu extérieur que ça nous fait voir ça. Good. Concernant l'article 38, parce que c'est beau de vous parler de l'article 38 puis 38.1, mais ça serait encore plus intéressant de savoir mais de qu'est-ce que ça parle, ces articles de loi-là. Donc, l'article 38, on dit pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation soit d'abandon, de négligence, de mauvais traitement psychologique, d'abus sexuels ou d'abus physiques. Abandon, c'est vraiment si jamais, par exemple, ses parents décident de ne pas s'en occuper, soit que les parents sont décédés, ou soit, par exemple, que les parents ne s'en occupent pas et ne fournissent pas les soins que l'enfant a droit. Okay? La négligence, vous en connaissez sûrement plein d'exemples, il y a plusieurs types de négligence. Mauvais traitement psychologique, bien, la violence psychologique, on en parle de plus en plus. Puis, hein, vous savez, on dit beaucoup que la violence psychologique, des fois, ça fait beaucoup plus mal que de la violence physique. Pourquoi qu'on dit ça? Parce que ça reste. Tandis qu'un coup, tu frappes quelqu'un, ok, mais genre ça part, mais si on dit à tous les jours que tu une merde, tu vas finir par être fort. Lana? Par expérience, je dirais aussi que ça va du temps à nous chercher puis ça prend tout le temps notre confiance. La violence psychologique, ça nous enlève plein des affaires qu'on aime de nous puis qu'on n'est pas capable de faire ça. Puis après ça, ça teinte un peu ta façon d'interagir avec les autres. Ouais. Ouais, vraiment. C'est une des violences qui est probablement la plus insidieuse parce que ça commence tout doucement. Puis après ça, ben, ça va de pire en pire. Fait que des fois, la violence psychologique, c'est pas celle qu'on va voir en premier.
on va voir d'abord en général les abus physiques, des choses comme ça, alors que les mauvais traitements psychologiques, c'est pas écrit dans le front à personne qui l'ont vécu. Fait que ça, c'est sûr que ça demande d'entrer un petit peu plus en relation, d'essayer d'aller chercher l'information, parce que c'est pas comme une équimose, ça se voit pas. Fait qu'il faut que la personne nous fasse suffisamment confiance pour nous en parler, parce que c'est pas une information que je peux aller chercher nécessairement, moi, comme infirmière auxiliaire, toute seule. Abus sexuel, ben ça, c'est quelque chose qu'on espère qu'on ne vivra pas nécessairement pour nos patients, parce que là, encore là, ben, ça va vous demander beaucoup de relations d'aide envers ces personnes-là. C'est sûr que cette personne-là, probablement qu'elle ne fait pas confiance déjà à personne. Donc, c'est des cas que ça va vous demander de travailler encore plus fort. Puis les cas d'abus physiques, encore là, ça peut faire mal, mais c'est rare qu'il y a juste d'abus physiques en général. Il y a d'autres types d'abus qui vont venir avec ça. Donc, c'est sûr que si vous avez un jour, si vous travaillez avec des enfants, puis que vous soupçonnez un type de situation comme ça, ben c'est pour ça qu'on vous dit, parlez-en avec vos collègues, essayez de regarder. Peut-être qu'à la gang, vous avez remarqué plein de choses différentes, mais qu'une personne toute seule dans son coin a juste une petite chose qui ne lui permet pas nécessairement d'être bien pistée, mais si tout le monde met les informations collectivement ensemble, à ce moment-là, peut-être que ça va nous permettre d'avoir un portrait un petit peu plus global de la situation. Ensuite, l'article 38.1, je vais faire lire quelqu'un. Michel, veux-tu nous lire? Peut-être que tu vas avoir besoin de t'approcher, quoique tu es quand même assez proche. La sécurité ou le développement d'un enfant peut être considéré comme compromis. S'il quitte sans autorisation son propre foyer, une famille d'accueil ou une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier alors que sa situation n'est pas prise en charge par le directeur de la protection de la jeunesse. Donc ça, c'est la première. Donc, s'il quitte son foyer ou l'endroit où est-ce qu'il vit, sans autorisation, on peut dire que sa sécurité elle est compromise. Et le deuxième point, si ses parents ne s'acquittent pas des obligations de soins, d'entretien et d'éducation qu'ils sont à l'égard de leur enfant, ou ne s'en occupent pas d'une façon stable alors qu'ils les confient à un établissement ou à une famille d'accueil depuis un an. donc ça, c'est l'article 38.1. Donc, c'est basé sur ces deux articles de loi-là qu'on se dit, si jamais vous avez quelqu'un qui est mineur et que vous soupçonnez n'importe lequel de ces traitements-là, ben ça va être important de dénoncer à la direction de la protection de la jeunesse pour que quelqu'un amorce quelque chose, une enquête, qu'on ait vérifié, mais qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là. Et le A, là, c'est sur une période prolongée, genre. Ben, en là, ça va dépendre de son âge. Tu sais, s'il est dans une famille d'accueil et qu'il n'a pas eu l'autorisation de quitter, en théorie, on peut considérer que sa sécurité ou son développement va être compromis. Parce que ça dit aussi, tu sais, s'il quitte son propre foyer, mais tu sais, moi, mon gars, il a 11 ans, puis on dirait, il sait plus trop des fois comment gérer son émotion. Puis, à un moment donné, là, il a fait une journée, il est parti pendant 2 heures de temps. Je l'ai cherché partout. On était rendus trois autos, là, que je cherchais. Mais tu sais, je veux dire, c'est une histoire de la vaisselle, là, on s'entend-tu que... c'est sûr. C'est sûr que pendant 2 heures, C'est sûr, c'est probablement que là, tu l'as retrouvé. Mais tu sais, si ça avait été, si ça s'était prolongé 4, 5, 6, 7 heures, T'appelles la police, me semble. t'appelles la police, c'est ça, ils vont commencer à le rechercher. Après ça, ben, probablement que Pas des genre, hey, mon enfant... non, mais si la police intervient, en général, ils vont mettre la DPJ dans le dossier. Ils peuvent mettre la DPJ dans le dossier parce qu'il est mineur. Pour essayer de voir mais pourquoi il est fusillé, est-ce qu'il a besoin d'aide, est-ce qu'il a besoin de quelque chose. Tu sais, ça sera pas nécessairement le parent qui va être blâmé. Il va falloir évaluer la situation. La DPJ n'est pas là nécessairement juste pour blâmer le parent. Elle est là pour amener de l'aide aux jeunes. Si le jeune a besoin d'aide parce qu'il est dans une période difficile, qu'il se sent incompris, qu'il se sent... Des fois, mon Dieu, c'est pas facile à l'adolescence. On voit tout comme des attaques, des fois, où on se victimise, on a bien de la misère à comprendre pourquoi nos parents font telle ou telle chose. Ben, des fois, ça peut être bien d'avoir une aide extérieure qui va venir justement en secours un peu aux parents. Mais il y a des fois qui demandent 24 heures. Mettons, tu vas appeler avec la police, tu dis si ça ne fait pas 24 heures, comme on ne peut pas venir faire tout ça, 24 heures pour faire quelque chose. Tout dépendamment aussi. Tout dépendamment de l'âge, tout dépendamment aussi dans quel contexte il a disparu, si on considère que
sécurité peut être compromise tout de suite, à ce moment-là, ils peuvent quand même lancer la recherche. Mais oui, c'est vrai que dans certains cas, des fois, c'est un petit peu plus long. Dans ce cas-là, on n'est pas blâmé de ne pas avoir fait notre travail, justement. Non, pas nécessairement. Ça ne veut pas dire que toi, tu l'as vu. Ça ne veut pas dire que tu étais dans la situation tout de suite. Si la fugue s'est passée en centre hospitalier, qu'il a fugué puis il est parti sans le dire à personne, ça sera une autre histoire. Il va falloir quand même le déclarer. Mais on parle vraiment, là, si mettons il arrive à l'hôpital et qu'il s'est passé quelque chose, ben, il faut quand même aider. Ça va pour ça? Oui. Je vais vous demander de prendre votre cahier chenelière. On a une petite activité déclencheur à la page 3. Donc, c'est un petit test qui va vous permettre vraiment de... Ah, vous l'aviez fait? On l'avait commencé la dernière fois? Ah! Ben magnifique! Qu'est-ce que vous avez appris en faisant le test? T'as appris que t'es une bleue? Est-ce que le test, ça vous ramenait à quelque chose qui ressemblait pas mal à votre personnalité? Oui. Ouais? Ah ouais? Fait que c'était quand même assez efficace. Parfait. Tout le monde a pas mal eu la personnalité ou la couleur qui se rapprochait le plus à votre type de personnalité? Ah, mais magnifique! Ça va aller encore plus vite. Le processus de communication. On va poursuivre, on est rendu à la page 5. C'est un petit retour un peu sur ce qu'on avait vu dans la compétence 3. Donc, j'aimerais ça quelqu'un qui lise la première bulle. Marie-Pierre, s'il te plaît. La bulle de gauche. Est-ce que c'est suffisamment gros? Oui. Oui. La communication est un besoin fondamental pour l'être humain. L'infirmière auxiliaire doit prêter une attention particulière au message qu'elle transmet afin qu'il soit le plus clair possible. Pour bien comprendre le processus de communication, regardez le numéro 1 de la page 5. Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. Hein, comment on fait une bonne communication avec le canal, le message, l'émetteur, le récepteur et la rétroaction. Tout le monde se rappelle de cette image-là parce qu'on l'avait vu au début de la compétence 3. C'est encore clair? Oui. Je peux-tu dire quelque chose de fait? Oui. En fin de semaine est arrivée une situation avec moi et ma mère. Puis j'ai dit, tu vois, on n'a pas de la bonne communication parce que justement, je me rappelais de ça. Puis j'étais comme, c'est justement ça qui fait qu'on. Puis je me suis mis à rire. Après, j'étais comme, j'apprends ça dans mon cours. Comment qui est votre temps? Fait que c'est bon, fait que tu commences à mettre ta théorie qu'on apprend ici en pratique dans la vie de tous les jours. C'était des arguments de mon côté. Pour ça, je l'ai pris en. C'était quand même drôle. Oui, parce qu'on parle beaucoup de la communication dans le cadre de notre travail d'infirmière auxiliaire, mais la problématique de communication, ça peut se vivre dans la vie de tous les jours avec votre famille, avec vos conjoints, vos parents, vos enfants. Des troubles de communication, il y en a partout, à tous les jours, à tous les moments. Fait que oui, tant mieux. Si vous êtes capable de mettre en pratique ce qu'on vous apprend ici, c'est encore mieux. Ça veut dire que c'est vraiment pertinent ce qu'on vous apprend. Deuxième petite bulle. Je commence à aimer ça, ce principe-là, que je parle pas tout le temps. Je vais regarder ça. Ah, Victorienne n'est pas là. C'est triste. C'est crédité. Ouais, mais... Mégane, s'il te plaît, la deuxième bulle. La communication est aussi un partage d'informations, de pensées et de sentiments entre deux personnes. C'est un processus complexe qui implique ce qu'on est, ce qu'on dit, ce qu'on ressent et ce qu'on laisse voir aux autres. Communiquer efficacement avec un client, c'est lui montrer qu'on le trouve important et qu'on respecte son droit d'être informé. Qu'est-ce que ça veut dire, cette bulle-là? Si vous essayez de me la résumer dans vos mots. Oui, Marie-Pierre. Ben, on partage pas seulement juste des paroles, mais des sentiments, aussi des pensées, des idées, Ton être au complet Ouais, c'est ça. va influencer la communication avec l'autre personne. Ton interlocuteur, lui aussi, son être au complet peut influencer votre communication. Fait que ça fait beaucoup de choses qui peuvent influencer la communication. Fait que quand on parle d'avoir une communication efficace, il faut s'assurer d'être sur la même longueur d'onde des deux côtés. Sinon, c'est sûr qu'il y a 9 ou 10 façons de ne pas se comprendre. Puis une des erreurs, beaucoup qui arrivent en soins infirmiers, c'est des erreurs reliées à la
Communication, je vous le confirme et je vous le donne en mille. C'est vraiment ça. Les problématiques de communication causent beaucoup d'erreurs au niveau du domaine des soins infirmiers. C'est pour ça qu'on nous demande de travailler davantage là-dessus. Bon matin, Madame Garret. Ça va bien? Oui. Donc, le groupe, je vous présente mon enseignante associée de l'université. Bonjour, merci de votre accueil. Je ne voulais pas vous déranger. J'ai un bureau libre ici, sinon il y en a 2 là-bas, c'est comme vous voulez. Parfait. C'est bon. Je t'avais dit. Ça prenait que la communication est la mauvaise communication. Oui, merci. Merci de me remettre en contexte, Christelle. Puis c'est ça. Quand vous faites des rapports d'incidents-accidents à l'hôpital, parce qu'il arrive souvent des erreurs, ben ils analysent, eux autres, tous les rapports qu'on fait. Puis ils ont réalisé que la majorité des erreurs sont basées sur des problématiques de communication. Souvent, c'est l'information verbale qui a mal été transmise. On n'a pas avisé de certaines choses qui avaient déjà été faites, donc il y a eu des répétitions. Fait que beaucoup d'erreurs qui sont commises à l'hôpital dans le milieu de travail, c'est basé sur de la communication. C'est pour ça qu'on met de plus en plus l'emphase sur la bonne communication entre les différents professionnels de la santé. C'est ça qui diminue le risque d'erreur aussi dans notre travail à tous les jours, autant pour la préparation des médicaments que pour certains traitements qu'on veut que ce soit en continuité. Fait que, puisque maintenant vous le savez, mais quand vous allez commencer vos stages, assurez-vous de bien communiquer avec votre infirmière responsable, puis assurez-vous qu'il n'y a pas quelque chose qui a été oublié. On veut que ce soit le plus clair possible pour tout le monde, justement, pour diminuer les erreurs. Il va en arriver quand même, mais si on est au moins capable de diminuer les erreurs reliées à la communication, déjà là, on a un bon point de gagner par rapport à ça. Donc ça, c'est un petit rappel que je vous avais montré. Ça, vous vous rappelez, c'est le même, dans le fond, le même petit document que je vous avais mis dans la compétence 3. Donc, si on regarde, par exemple, on a l'émetteur, qui est la personne qui va transmettre le message, genre votre patient qui va dire « j'ai mal au cœur ». Le message, c'est pour transmettre son idée, son opinion, l'information qui est transmise. Le récepteur, c'est nous, on reçoit le message, puis ensuite on fait un feedback. Donc, ah oui, vous avez mal au cœur, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Fait que quand un patient nous transmet une information, de valider l'information transmise, de reformuler, de valider si on a vraiment bien compris son intention de départ. Puis après ça, on va être capable de poser l'action. Fait que des fois, poser davantage de petites questions pour bien comprendre l'intention de départ ou qu'est-ce qui a voulu nous être transmis. Encore un petit article de loi, parce qu'il y a beaucoup de lois quand on est des infirmières auxiliaires. Caroline, peux-tu me lire s'il te plaît? Oui, Caroline R. C'est vraiment toi. C'est la loi, le code de déontologie, de l'OIIA, stipule à l'article 3.03. 3.03.03. OK. 3.03.03 qu'en plus des avis et des conseils, les membres doivent fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend, et ce, dans les limites de sa compétence. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en résumé qu'est-ce que vous comprenez de cet article-là? Oui. Je ne sais pas. Il faudrait le savoir. Du sens, t'es infirmière, t'es pas psychologue, tu peux pas aller dans ces bandes-là, si je peux dire ça comme ça. OK. Genre, tu peux offrir de l'aide, mais tu peux pas aller à dire, OK, ben là, faire la grosse affaire du psychologue, maintenant. OK. Jessica? Moi, je pense que c'est genre, tu le renseignes de ce que toi tu sais, en général, puis tu vas pas au-delà. C'est exactement ce que tu Tu vas pas au-delà de tes compétences. Exactement. Christelle? C'était pas mal ça, dans le fond, que ton patient ait le droit à toutes les informations nécessaires. Si toi, ton champ s'arrête là, tu vas faire en sorte qu'il puisse avoir les bonnes informations par le professionnel nécessaire. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait rajouter quelque chose? Oui, Raphaël? Faut que tu restes justement, comme ils disent, dans tes compétences, mais faut pas juste que tu l'aides et tu le conseilles, faut que tu t'assures qu'ils comprennent ce que tu as dit, puis c'est ça, qu'ils aient tout pour vraiment bien comprendre. Tu fais pas juste dire un mot bâton que lui comprendra jamais.
Tu l'expliques le mot. Puis comment on peut s'assurer de la bonne compréhension du Tu patient? fais redire. Tu fais redire, tu fais répéter. Là, on peut lui demander de faire un résumé. Puis comme ça, ben au moins. Fait qu'on appelle ça valider. Et je vais valider sa compréhension en posant des questions, puis lui demander, ben refaites-moi donc un résumé de ce que je viens de vous enseigner, ou de ce que je viens de vous dire, ou de ce que je viens de vous expliquer. Comme ça, on s'assure vraiment qu'il n'y a pas eu de problématique de compréhension. Parce que ça se peut que vous demandez de faire un résumé, puis le patient va être complètement à côté de la traque. Fait que ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui n'était pas clair au niveau de ma communication, au niveau de l'enseignement que j'ai fait. À ce moment-là, ben, c'est à moi de simplifier peut-être les termes avec lesquels j'ai fait mon enseignement. Parce qu'on sait, là, on vous apprend la terminologie appropriée, on vous apprend des beaux mots, mais est-ce qu'on va toujours utiliser le jargon médical extrêmement précis pour discuter avec nos patients? Non. Fait que pour avoir une communication efficace, on simplifie aussi les choses. Les facteurs qui influent sur la communication, donc on en avait vu aussi à la compétence 3, donc il y avait des facteurs qui étaient liés à la personne et qu'il y avait aussi des facteurs qui sont liés au contexte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle quels sont les différents facteurs qui pourraient être liés à la personne? Moi, Caroline. je dirais l'âge. C'est un peu les gens dans la mentalité. Mettons quelqu'un qui a 16 ans et quelqu'un qui a 25 ans, ils n'ont pas la même notion des choses. Oui, ça c'est super bon. Christelle? La même chose dans l'âge, mais comme des générations différentes. Tu sais, Mhm. Parce que des fois, tu peux pas approcher, exemple, mettons, une personne âgée qui va, tu sais, qu'elle a ses croyances, qu'elle a une différente mentalité. Fait que tu l'approcheras pas comme un jeune adulte. Mhm. Merci, Mylène. Ben, les religions, si Ouais. les personnes aussi ne parlent pas la même langue, c'est dur de communiquer et de comprendre qu'est-ce que la personne veut dire. Fait que tu as la religion puis tu as la langue. Ouais. OK. Tu m'as tout fait un melting pot. Ouais. On met pas des affaires dans le même. Merci. Raphaël? Les connaissances. OK. Peux-tu me donner un exemple? Par exemple, nous, avec le patient, Ouais. genre, mettons, moi, quand j'étais à l'hôpital plus jeune, puis que mon médecin, il allait venir m'expliquer qu'il fallait que j'aille faire des fonctions pulmonaires pour la première fois, et il y avait juste des points d'interrogation dans ma face. Il fallait qu'il m'explique qu'il fallait que je souffle dans une petite machine pour avoir un pourcentage, puis blablabla. C'est vrai, ça, oui. C'est un bon exemple. Ouais. Blablabla. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres exemples liés à la personne? Est-ce qu'on en avait beaucoup? Oui, Jessica? Les valeurs de la personne. Les valeurs? Ouais. Peux-tu me donner un exemple? Ben, c'est dur à dire. Y a quelqu'un qui aurait un exemple au niveau des valeurs? Oui, Raphaël. Ben, il y en a qui ont encore des vieilles valeurs, genre le gars qui, dans sa tête, c'est lui qu'il faut qu'il travaille, puis la femme, elle reste à la maison, puis elle fait la vaisselle, puis la bouffe. Ben, il y a des femmes qui pensent comme ça crée des chicanes. Ça coupe, hein? J'ai le signe du ciseau qui vient appuyer. Ouais. Ton non-verbal appuie beaucoup ton verbal. J'ai chaud, ça va. Ah, mis le couteau là-dedans. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres exemples? Ça fait pas mal de Ce tour. que vous avez parlé l'autre jour, là, tu sais, l'exemple, la famille, Oui. avec la frère de la madame, que ben, ça peut jouer là. Mettons, moi qui est full familial, puis la madame ne veut pas aller voir que c'est moi, ma fille, c'est plus ma fille, je veux rien savoir, là, ça me. Ça vous avait shaké les puces en ce cas-là quand vous en avez parlé? Oui, ça j'y pensais même le soir chez vous. Ouais, à ce point-là. Ça vous a donné des frissons jusqu'en soirée? Ah ouais. Ouais. Je m'en excuse. On va souvent vivre des choses de même. C'est ce qu'on appelle une tranche de vie qui a servi. Ben, on va vivre ça dans notre métier, on va le voir, c'est différent aussi. Ouais, Christelle? Ben, c'était plus parce qu'on parlait de valeurs des autres, mais c'est parce que ça vient te confronter aussi dans tes valeurs à toi. Fait que ta communication, il ne faudrait pas qu'elle soit différente, mais c'est peut-être un effort supplémentaire. Si on est honnête envers nous-mêmes, là, c'est sûr qu'il y a des situations qui vont venir complètement vous confronter dans vos valeurs personnelles. Puis vous allez être obligé de vous parler puis de vous dire, ben mon Dieu, il ne faut vraiment pas que je me fasse influencer. Mais est-ce qu'on est capable toujours? Ça se peut qu'il y ait des situations qui viennent nous chercher, ça se peut qu'il y ait des situations qui soient un petit peu plus difficiles,
qui nous demandent de nous parler encore un petit peu plus fort. Ça se peut-tu qu'une journée, ça vous heurte au point de ne pas être capable de faire ce que vous avez à faire? Tu peux passer la prochaine. Tu peux déléguer à quelqu'un qui se sent plus à l'aise, en tout cas cette journée-là. Tu sais, c'est sûr que si tu fais toujours ça, peut-être que t'es pas... Ils vont t'inviter à aller jouer au hockey pour vrai. oui, non. Je passe la porte trop souvent. Mais tu peux. Fait que ça, est-ce que ça s'appelle bien se connaître? Ouais. Ben, c'est mieux de faire ça que de gaffer vraiment, puis que ça soit moins rare. Zara? Je dirais la culture, parce que si je peux donner un exemple, mettons, en Afrique, mettons, quand tu parles à quelqu'un, mettons, qui est plus âgé que toi, tu ne peux pas le regarder dans les yeux. Il faut que tu baisses. Alors qu'ici, au Québec, mettons, c'est comme si tu n'as pas raison si tu ne regardes pas la personne droit dans les yeux. C'est un manque de respect. Alors que chez nous, non. Ça, c'est quelque chose que toi, tu as dû t'habituer? Oui. Est-ce que tu es habitué ou encore en processus de... Oui, puis surtout avec le vous aussi, parce que nous aussi en Afrique, mettons, même si la personne te dépasse même de 5 ans, tu ne peux pas lui dire tu. Il faut la vous voyez. Alors que, mettons, quand ici, ou bien à l'arrêt de bus, je me rappelle la première année quand je suis arrivée, parce que nous, tu ne peux pas, même si tu ne connais pas la personne, quand tu passes, tu dis bonjour. Alors qu'ici, je viens à l'arrêt de bus, je dis bonjour, puis la madame me regarde. Mais mon Dieu, pourquoi qu'elle m'adresse sa parole, cette personne-là? Parce que chez nous, tu peux pas genre passer, c'est surtout une personne genre âgée, sans la saluer. Fait qu'on voit ce que tu es habitué de faire chez toi. Oui. Quand tu le répliques puis tu le fais ici, des fois, tu te fais regarder de travers et tu te dis, mon Dieu, pourquoi qu'elle communique avec moi, cette personne-là? Oui, tu rentres dans le métro, tu veux saluer, tu dis bonjour, mais genre. Ça, c'est typiquement, je te dirais, le monde de région, quand on arrive à Montréal, on a l'air des fois beaucoup trop touristes, on a l'air beaucoup trop heureux, puis moi aussi, je parlais, puis je disais des bonjours, je faisais des sourires dans le métro, puis je réalisais que... Ouais, non, j'ai pas beaucoup de feedback. Non, mais moi aussi, des fois, je le fais, genre un petit sourire dans la rue, je me dis, c'est poli, puis tu sais, je me dis en même temps, tu sais pas si cette personne-là, elle va pas bien, puis juste ton sourire peut, genre, avoir changé le cours de sa journée. Fait que je m'en fous d'avoir l'air de je fais un sourire. Et au pire, ben, ce sourire-là va peut-être avoir sauvé, je sais pas, une personne qui était pas bien dans sa peau, whatever. Ça me ferait que tu dises ça, parce que l'autre fois, j'étais justement, je m'en allais à mon cours, rencontrer Mme Garet. Je suis sortie, on était pas loin de Berry, Sainte-Catherine, René Lévesque, fait qu'on s'entend qu'il y en a beaucoup, puis il y a quelqu'un qui m'a demandé du change, j'en avais pas. J'ai tout le temps juste ma carte. Mais j'ai juste pris la peine de lui souhaiter une bonne journée, puis j'ai fait un gros sourire, puis il m'a remercié. C'était donc bien fine, merci pour ton sourire, ça me fait plaisir. Je fais, mais mon Dieu, c'est tellement pas grand-chose, ça m'a pas rien coûté. Ça a pris 1 seconde et quart, puis cette personne-là, ça a fait sa journée. Je suis d'être cheap après ça, je me suis dit, c'est à chaque fois que je trouve quelqu'un, je pourrais trouver le moyen de faire des petits sourires, ça peut changer ou donner un impact à ce point-là. Cette personne-là, pour qu'elle prenne la peine de me le dire, là, c'est parce que ça a fait un changement, puis oui, comme tu dis, ça a peut-être changé le cours de sa journée. Peut-être que ça a fait justement une petite journée un petit peu plus lumineuse. Fait que tu sais, des fois, des petites actions comme ça coûte pas cher, ça fait donc du bien aux autres. Tu sais, le non-verbal, là, fait partie de la communication aussi. Là. Juste dire, regarde, je suis désolée, j'ai pas de change, mais passe une belle journée, gros sourire. Lui, ça vient tout changer pour lui. Tu sais, pensons donc que, même si c'est bizarre, Zara, c'est apprécié. Même si tu te fais regarder, je me dis, mais pourquoi quand elle me parle? Ben, toi, tu vas être heureuse de te dire, écoute, peut-être que ça va être son sujet de conversation. Elle va être, c'est pas quoi, il y a une inconnue qui m'a dit bonjour à l'arrêt de bus aujourd'hui. Non, mais t'as mieux ça que te faire envoyer promener. Exactement. Si j'ai à choisir. Bonjour à tous les jours, dimanche dans la vie, il y a quelqu'un qui revient, ça m'est arrivé, il m'a traité de code nowhere. J'avais mes enfants en arrière, mes enfants sont mineurs, puis lui c'était un itinérant justement, puis moi j'adore les itinérants. Genre j'ai rien contre ça, je vais à Noël, je vais donner de la bouffe, puis je fais des petits sacs. Mais my God, celle-là, il m'a rentré dedans, il a regardé. Le père il m'a fait, il dit, tes petits nègres là. Là je suis comme, es-tu sérieux? Il veut-tu genre. Je
vous en parle, j'ai les mains moites, là. À quel point que, genre, je vais comme ça. C'est ça, mais lui, il m'a envoyé prenez gratuitement, juste parce que vu mes enfants étaient nullards. Et c'est permis, mais ça, c'est des cas comme, dis-moi allô à la place, je vais le prendre n'importe quand, mais ça. Je suis tellement. Puis je me suis contrôlée parce qu'il y avait. C'était une place pleine d'itinérants. Puis j'ai dit, tu sais quoi, j'ai quasiment envie d'aller toutes les acheter des cafés sauf à lui. Mais je me suis contrôlée parce que je voulais pas montrer ça à mes enfants. Puis j'étais comme, dans la vie, la vengeance, ça sert à rien. Le karma, c'est bien les choses. Puis, ben, c'est ça. J'ai laissé la vie changer. Sourions à la place? Ah oui, sourions. Hein? On va partir pour ça, puis nous autres, on va sourire, puis on va commencer ça. On dit quand vous entrez en relation avec un client, ben, l'infirmière auxiliaire, là, elle se doit d'essayer de ne pas être influencée ni par les facteurs liés à la personne ou liés au contexte. Les facteurs qui sont liés au contexte, qu'est-ce que vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce qu'on avait parlé dans la compétence 3? Raphaël? Ben, l'endroit où tu parles. L'endroit? Dans le contexte, je sais que c'est en quelque part, mais je sais pas ce que L'environnement. Ben, c'est ça, L'environnement, l'endroit, ouais, c'est des synonymes. Christelle, qu'est-ce que tu te rappelles? Le moment? Oui, ben, c'est sûr que, exemple, il y a quelque chose qui vient d'éclater, si c'est possible, ben, moi, je pense que c'est mieux de décanter cette affaire avant de parler, avant de communiquer avec la personne. Marie-Pierre? J'aime le nombre de personnes qu'il y a dans la pièce. Là. Si, par exemple, tu veux parler, tu veux donner un message à quelqu'un, ben, essayer de prendre apport et de dire ton message. Ouais, à mes dépens. Ça risque de mieux passer. Tranche de vie. Il y a une tranche de vie dissimulée là-dedans. Je l'ai appris à mes dépens. Que c'est plus facile de passer un message dans un endroit qui a moins de personnes plutôt que dans un endroit bondé. C'est ça qui avait manqué ce petit morceau-là, cette petite bribe-là. Fait qu'il y a une tranche de vie derrière ça. Fait que des fois, on apprend avec nos tranches de vie. J'aimerais ça que la personne que j'ai refusée me lise. Le dernier petit exemple que j'ai mis dans mon écriteau aussi, c'est Joanie. Est-ce que c'est suffisamment gros? Tu as besoin de t'approcher vers moi. Exemple de facteurs liés à la personne. Dans certaines cultures, se plaindre lorsqu'on a de la douleur est mal vu. Ainsi, le client souffre sans dire un mot. Dans un tel cas, l'infirmière peut être attentif au moindre signe qui indique que le client est souffrant. Ces signes peuvent être des plaintes ou des petits cris lorsque le client se déplace. Au niveau du non-verbal, qu'est-ce que je pourrais voir? Un patient qui souffre en silence. Inégale. Son visage va changer. Son visage va changer. Il va changer de quelle façon? Ben, maintenant, il va faire. On a ça, Raphaël? Ben, la façon qu'il se tient, exemple, quand il marche. Là. OK. Ben, exemple, t'as mal au ventre, ben, tu te tiens tout plié, là, puis t'es pas droit. Ouais, tu ressembles à ça, là. Hein? On a tendance à envelopper l'endroit où est-ce on présente la douleur. Oui, Marie-Pierre? Peut-être évitable, là, mettons qu'on fait ses soins d'hygiène, puis que là, il veut rien savoir, c'est peut-être juste parce qu'il y a de la douleur. Est-ce qu'il y aurait d'autres manifestations qu'on pourrait voir chez quelqu'un qui a de la douleur? Oui, Christelle? Dans ces signes vitaux, tu peux le voir. À ce moment-là, ça serait une donnée objective ou subjective? Si je te ramène en compétence 3, ça serait objectif. Parce que je peux le voir dans le tapis. Ça peut être dans le tapis. Il doit être vraiment fâché. Ça doit être vraiment ça. Il fait vraiment beaucoup de fièvre, c'est sûr qu'il fait pas bien. Probablement. Parfait. Donc, on a pas mal fait le tour. On a parlé d'éducation, les expériences de vie, l'instruction, le rôle social. Le reste, vous m'avez pas mal donné des facteurs qui sont liés à la personne. Et si on va aux facteurs qui sont liés au contexte, on se rappelle qu'on avait deux contextes. On avait le contexte émotif et on avait le contexte environnemental. Donc, tout ce qui est capacité d'attention de l'émetteur ou du récepteur. Hein? Si la personne vient de recevoir une mauvaise nouvelle, puis j'arrive, puis je veux lui faire de l'enseignement sur quelque chose, est-ce que je vais être capable d'avoir sa pleine attention? Pas nécessairement. L'état de fatigue de l'émetteur. Il y en a qui étaient fatigués ce matin.
Ça ouvre-tu mieux le cours quand on fait une petite discussion ou ça aurait mieux commencé si j'étais arrivée bing bang pouf avec ma théorie le matin? C'est une bonne conversation. C'était mieux une petite entrée en matière douce et mielleuse avec une petite conversation sur notre fin de semaine. Tu sais, de s'assurer justement l'état de fatigue. On fait attention à ça. L'état émotif. La relation qui existe entre l'émetteur et le récepteur, ça peut influencer. Donnez-moi un exemple d'une relation qui pourrait être un facteur lié au contexte entre l'émetteur et le récepteur qui pourrait influencer la communication. Oui, Un membre de la famille, mettons, tu sais, comme, tu sais, ils disent tu vas pas traiter un membre de ta famille parce que tu vas être bien trop influencé par la relation que tu as avec cette personne. Moi, j'ai eu une belle mise en situation réelle qui m'est arrivée à l'hôpital la semaine dernière. C'est qu'on avait une travailleuse sociale qui voulait évaluer un patient. Le patient parle espagnol comme langue première. Il casse son français puis il parle pas du tout anglais. Puis on essayait de lui poser des questions à lui parce qu'on sait qu'il y a un minimum qui nous comprend. Mais sa fille a décidé de tasser sa mère, de laisser son père se taire, puis elle a répondu pour son père à toutes les questions. Parce qu'elle a comme pris pour acquis qu'elle était l'aidante, fait qu'elle décide. Fait qu'elle cachait des informations à son père, elle disait pas tout, elle traduisait pas tout, puis c'est elle qui orientait la conversation. Est-ce que ça me permet d'avoir une bonne évaluation de la personne? Non, parce que là, mon évaluation est teintée par les désirs, les valeurs, puis ce que la fille veut au détriment de ce que mon patient voulait vraiment. Fait qu'est-ce que l'intervention de la fille était nécessairement aidante dans cette situation-là? Non, puis au contraire, ça a causé des problèmes de communication au point que l'ATS, elle a mis fin à la rencontre et elle a décidé de revenir à un autre moment quand la fille ne sera pas là pour avoir une meilleure interprétation de la situation. Fait que malgré qu'elle était là pleine de bonne volonté et que son but c'était d'aider, elle l'a pas réalisé, mais au contraire, elle nous a nuit. Elle a nuit quand même pas mal. Fait que des fois, même si on part avec une bonne intention, la relation peut peut-être quand même notre communication. Oui, Marie-Pierre? Il n'aurait pas fallu, mettons, lui dire qu'on préférait parler à votre personne, mettons? La travailleuse sociale a essayé, puis il n'y avait pas d'ouverture. Elle s'est comme imposée comme ça, elle a sorti sa mère de la chambre, puis elle s'est organisée. Ouais. On est arrivé un peu avec ce gros sabot le matin, puis elle a décidé qu'elle prenait les choses en main. Mais là, on a réalisé qu'elle est en train de demander des services pour son père et sa mère, qui avaient encore quand même toute leur capacité de jugement. Fait qu'à ce moment-là, c'était peut-être pas nécessairement la meilleure intervention. Le lieu où se déroule la conversation, tu nous en as donné un bon exemple. Le nombre de personnes qui sont présentes dans la conversation et l'ambiance qui règne pendant la conversation. Donc ça, c'est toutes des choses qui peuvent influencer. Il est déjà 10h02, fait que je vais vous laisser votre 15 minutes de pause. Et dans 15 minutes, on revient et on